dans l'instant échange, l'instant mini-débat, devrais-je dire, qu'en 20 mois, les grandes tendances se dessinent à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'instance s'apprête à livrer les premiers secrets du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Eh bien, en attendant ou après ces premiers, je dirais, secrets, les résultats provisoires, sinon les grandes tendances, eh bien, la Cour constitutionnelle montera au créneau quelques jours après pour la confirmation ou non des chiffres qu'aurait avancé la Commission électorale nationale autonome. Mais après ce scrutin présidentiel, à quoi devrons-nous nous attendre? Aux mêmes réformes, à la même morosité financière ou à une autre pédagogie dans la gestion au sommet de l'État? C'est ce qui fera l'essentiel de ce mini-débat qu'en 20 mois. Débat que je ferai avec M. Kevin Aquin. Il est juriste. M. Aquin, bienvenue. Bonjour. Bonjour, M. Loris. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Au pied levé ce matin pour sauver la tribune. Merci franchement à vous pour la disponibilité. Merci. Alors, le scrutin, vous l'avez suivi de votre quartier, de votre coin. C'est désormais dans notre dos. On attend les résultats, on attend les grandes tendances avec la Sénat et les résultats avec la Cour constitutionnelle. Et quand tout ceci aura été fait, M. Aquin, à quoi devrons-nous nous attendre, selon vous? Merci beaucoup, M. Loris. Je profite pour remercier tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, les élections se sont déjà déroulées. Les élections sont derrière nous. Donc, aujourd'hui, nous attendons quand même à pouvoir avancer, à pouvoir, après la proclamation des résultats, à aller encore pendant 5 ans avec un nouveau président, disons un nouveau mandat. Ou peut-être le même. Ou peut-être le même, on ne sait jamais. Donc, tout dépendra oui, de ce que dira, voilà, ce que dira les deux grandes instances, voilà. Ce que dira la Sénat, ce que dira la Cour. Exactement. C'est vrai que dans les coulisses, tout ce qui n'est pas officiel encore, on sent les chiffres se dessinent et un certain duo se détache. Mais tout cela n'est pas encore officiel. On reste très prudent. Voilà, on laisse là dans... On reste très prudent. La surprise n'est pas aussi exclue. Exactement. Et comme vous l'avez dit, il peut y avoir un nouveau, comme le même peut rempiler. Oui. Alors. Donc, on serait en train d'attendre, nous serons dans l'expectative. Mais il faudrait dire que le défi qui attend quand même le prochain président de la République est d'envergure, je ne sais pas, de grande envergure. Et déjà, on a un défi de réconciliation nationale. Je pourrais dire que c'est le premier grand défi parce que aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle voudrait bien retirer certaines communes parce qu'il n'y a pas eu d'élection ou le scrutin ne s'est pas déroulé dans ces communes-là, c'est bien parce que la quiétude n'est pas totale. Donc, nous avons un petit problème de paix et il faudrait donc travailler à réinstaurer la paix, la confiance. C'est si grave pour évoquer le concept de réconciliation? Ah oui, parce que quand vous avez par exemple 10 enfants, que un matin, bonne heure, vous voyez que 2 enfants ne sont pas là, sachez que déjà il y a un problème. Chaque parent le sait. Vous commencez déjà à vous demander où sont passés. Donc il y a urgence à rassurer, je dirais, toutes les couches de la société et surtout certaines contrées qui jusque-là n'adhèrent pas aux réformes au plus haut niveau, au sommet de l'État. Ah oui, c'est très important parce qu'on ne peut pas, le Bénin est un et indivisible selon la Constitution. Donc on ne peut pas détacher le Bénin ou stratégiquement, je ne sais pas si je vais employer le mot stratégique, mais si par la voie des faits, on pressent qu'il y a une certaine scission, merci beaucoup pour le mot, on ne pourrait pas avancer dans cela. Donc, le premier défi, c'est un défi de réconciliation nationale. Il faudrait que tous les Béninois se sentent dans la gestion de la chose de la cité. Il faudrait que chaque Béninois pense qu'il est aussi, disons, gérant du pays depuis son niveau, parce que en famille, le père de famille doit savoir qu'il est un petit président de la République, dans l'entreprise, ainsi de suite,
que chacun fasse l'effort quand même de faire passer cela. Donc après cela, le défi qu'on pourrait y avoir aussi va directement vers la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gouvernances passées jusqu'à aujourd'hui travaillent pour cela, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde n'est plus le même après ou pendant Covid, parce que je ne dirais pas après. C'est vrai que des vaccins ont été trouvés pour la Covid-19, mais jusqu'à aujourd'hui, la Covid ne s'est pas encore... La crise n'est pas encore contenue, ça voilà. C'est une évidence ce que voilà. vous évoquez. La crise n'est pas encore contenue. Donc la gestion... Mais c'est déjà bien que le gouvernement, un peu avant la présidentielle, ait enclenché la campagne de vaccination, oui. Qui, soit elle reste plus ou moins très limitée pour le moment à une certaine catégorie. Oui. On attend d'accueillir, pour ce qui est de ce volet sécuritaire, oui. Dans l'accueil d'autres doses, afin de l'étendre à toute la couche de la société, oui. Comme cela se fait dans les autres nations. C'est très important. Hein, oui. Ce volet que vous évoquez. Oui, donc on pourra donc dire que avec ce volet-là, il faudrait déjà trouver le moyen, parce que Covid-19 a quand même précarisé certains emplois. Donc oui. Il faut dire que tout le monde n'est pas... le Béninois, c'est celui qui se lève le matin, va, comme on le dit, va dans ses djadas et revient le soir, espérant que ce qui a été fait pourrait porter du fruit. Donc nous vivons au jour le jour. La Covid a quelque peu limité voilà. ces mouvements par endroit. Nous ne sommes pas beaucoup des télétravailleurs. Donc pour cela, il faudrait que le prochain gouvernement ou le prochain président de la République pense à des mesures sociales pour pouvoir permettre à chaque personne ou pour pouvoir, comme dans certains autres pays, booster encore le niveau de l'emploi avec tout ce que Covid-19 a fait. C'est important. Voilà. C'est important. La réconciliation nationale, vous y avez insisté. Il fallait y aller à la cohésion, la santé et les mesures sociales. Mais, parlant justement, je vous posais la question de savoir si... je dirais, l'atmosphère ambiante en cours au pays est si chronique, est si corrosive déjà pour qu'on prétende aller à une réconciliation. D'autres se proposent jusqu'au prochain gouvernement, proposent déjà au prochain gouvernement qui est un ministre de la réconciliation. Enfin, c'est sur les réseaux sociaux, pêle-mêle. Mais je me dis, le cas, c'est vrai, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à minimiser ce qui s'est passé, surtout au cours de la présidentielle du 11 avril, ce qui s'est passé dans certaines parties, certaines contrées du septentrion. Devons-nous déjà prétendre à parler de réconciliation ou peut-être des assises, tel le dialogue national, passer peut-être des assises de la trame du dialogue national ou peut-être une conférence nationale à l'image de celle de 90? Oui, déjà, est-ce qu'on peut refaire un même événement historique deux fois? Je ne pense pas. Je peux ne pas avoir la trempe de 90, enfin de celle de 90, c'est vrai. Oui. On dira que les leaders qui sont de l'autre côté de la Méditerranée devraient y participer, mais voilà qui n'y pourront pas pour le moment. Donc, tout compte fait, il y a quand même des sensibilités au pays. Il y a les cadres du FRD qui peuvent être conviés à une telle assise. Il y a des cadres d'autres sensibilités de l'opposition. Il suffit de permettre de l'ouvrir à tout le monde cette fois-ci pour que ce soit une assise afin que toutes les couches de la société, toutes les forces vives de la nation, comme vous le disiez tantôt, se sentent impliquées dans la gestion de l'État. Oui. N'est-ce pas? Oui, donc c'est exactement ça. Il faudrait vraiment travailler à ce que les Béninois, que ce soit des partisans, parce que si vous aurez l'impression qu'aujourd'hui le Béninois ne se sent plus tellement disons, dans la chose de l'État. On a l'impression que tout est déjà prévu, tout est déjà dicté. Et il faudrait donc, on laisse les choses dans la main du destin. Et pourtant, le développement, ce n'est pas une pépinière qu'on va, disons, essayer quelque part et qu'on enlève de là pour venir l'implanter. Voilà. On transporte pour venir l'implanter ailleurs. Le développement se fait avec la population, donc il faudrait s'aimer cela, arroser et continuer à évoluer avec ce développement-là. Donc,
comme vous l'avez dit tantôt, il serait important que tout le monde se sente impliqué et même le chef, le président de la République du Bénin, c'est pas un président qui a quand même une des petites forces, parce que la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État. C'est quand même le chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, le président a certaines prérogatives constitutionnelles pour quand même si le président sortant a émis un temps le vœu d'affaiblir quelque peu le pouvoir du chef de l'État, parce qu'il disait que le chef de l'État à l'époque était un peu trop fort, qu'il faille revisiter et toiletter quelque peu les prérogatives de cette instance. Oui, mais bon, attendons de voir. Est-ce que cela a été toujours le cas? Est-ce que c'est le cas? On ne pourra pas dire oui, parce que c'est déjà dans l'habitude du Béninois, c'est en fonction de certaines difficultés qu'on a vécues dans le passé que le Béninois a décidé d'avoir un chef de l'État fort. Donc, je pense que d'une certaine manière, c'est dans notre coutume. Et donc, on va évoluer avec ça. En attendant, quand même, les réformes, mais quand le chef est aussi trop fort, il peut lui arriver d'en écraser. Ah oui, ou d'écraser une partie de ses administrés. Donc, c'est pourquoi il faille recadrer quelque peu ce chef, quitte à lui permettre d'avoir des instances de contre-pouvoir, rigides, réelles et concrètes, pas des instances... C'est ça, tout homme qui a le pouvoir a quand même tendance à en abuser. Donc, il faudrait travailler à quand même limiter. Je pense que le peuple béninois, c'est pourquoi je parle de redonner confiance quand même au peuple, de permettre au peuple de se sentir dans la gestion de la chose de la cité. Parce que lorsque le peuple se sent dans la gestion de la chose de la cité, le chef d'État, aussi fort qu'il soit, quand même se retrouve face à un peuple qui pourrait recadrer sa façon de gouverner. Parce que les instances de contre-pouvoir, quand on prend l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui quand même envoie ses représentants. Donc ils ont un compte à rendre quand même à leur population de base. Et donc, quand le peuple se sent, disons, impliqué, ça change forcément quelque chose. C'est quand l'instance joue vraiment le rôle de contre-pouvoir. C'est en ce moment que ce que vous dites est justifié. Et aussi, dans les tests, je ne sais pas si c'est fait sciemment, on aurait pu quand même diminuer quelque peu, diminuer ou bien gérer, redéfinir autrement les prérogatives du vice-président ou de la vice-présidence, quitte à partager une partie des prérogatives du président avec le vice-président. Mais ce qui n'a pas été fait du tout. Le vice-président ici, vous savez, je ne vous apprends rien, le vice-président, pour ce qui est des tests, des nouveaux cadres juridiques, le vice-président reste ce qu'il est de nom. Pas vraiment un vice-président en tant que tel, mais le vice-président a des prérogatives, certes. En vacances de pouvoir, oui, certes, mais le vice-président aurait pu être le petit président. On aurait pu en faire, mais sciemment, cela n'a pas été fait. Moi, je me dis que c'est fait à dessein. Cela est bien vrai. Peut-être que ça peut faire partie des prochains défis. Au cas où il y aurait un projet de toilettage, il faille quand même renforcer un peu le pouvoir du vice-président, quitte à en faire l'autre président. Oui, comme je le disais, vous avez certainement raison, mais on ne peut pas... la vice-présidence, c'est quand même... Nous sommes dans un régime présidentiel, donc il faut quand même faire tout doucement avec le poste de vice-président pour ne pas qu'on ait l'impression que nous sommes dans un régime... Mais vivre, c'est choisi. Vivre, c'est choisi. On a choisi avoir une vice-présidence. Ben, on en fait vraiment une vice-présidence. Oui, c'est vrai. Ailleurs, des gouvernements ont des vice-ministres. Il y a le ministre, des vice-ministres, et après le cabinet. Voyez-vous? Donc, si on a fait le choix d'avoir de vice-présidence, ben, c'est ici le lieu d'en faire vraiment un mini-président ou l'autre président. Au cas où l'autre n'y serait pas, ou serait occupé, ou ne serait plus apte à gérer le pays, eh bien, l'autre devrait se sentir vice-président, un peu à l'image des États-Unis. Oui, vous voyez, c'est comme je le disais, nous avons quand même une coutume de pouvoir donner au chef de l'État une certaine force. C'est entré dans nos habitudes, c'est en fonction de nos expériences. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il faut donner certaines... C'est vrai que la vice-présidence est quand même
c'est un tigre de papier, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ça ne pèse presque rien parce que on voit que c'est un poste quand même qui donne, disons, des vacances à celui qui l'occupera. Donc, il faudrait travailler à cela. J'espère, comme vous l'avez dit, que dans les prochaines fois où nous allons essayer de toucher à nos tests, que cela serait pris en compte. Mais ça reste des propositions. Voilà, pour l'instant, attendons de voir. Libre aux instances, voilà, essayons de le faire, essayons pour voir de ce que s'y ça va pencher donner. ou non. Et parlant des réformes politiques, quelles peuvent être les attentes des citoyens que nous sommes, des citoyens que vous êtes du prochain mandat ou du mandat à venir? Les réformes, on en a connu, hein, des plus rigides aux plus souples. Qu'attendent maintenant de ces réformes? Oui, il faut dire que en matière politique, je ne vais pas les appeler tellement des réformes, mais il faudrait quand même travailler à impliquer les jeunes. Il faudrait travailler. Les jeunes sont déjà bien impliqués. Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que j'en ai vu des directeurs d'institutions, des institutions, de très grandes institutions, des directeurs départementaux qui sont des jeunes. Les jeunes sont impliqués. On ne pourra pas tous les nommer non plus. Hein. Ils sont pas. Non. Bon, disons que vous êtes d'accord avec moi que la jeunesse, c'est le fer de lance dans le développement d'une société. Quand on veut penser développement, il faudrait beaucoup miser sur la jeunesse. On voudrait quand même cette bien jeunesse avoir... qualifiée, pas cette jeunesse marcheur, pas cette jeunesse qui boude. Oui, mais il faudrait savoir que c'est... comme je le dis souvent, on peut mentir à une seule personne plusieurs fois, on peut mentir à quelques personnes quelques fois, mais on ne peut pas mentir à tout le monde toutes les fois. Pour sortir de là, pour dire que en réalité, tout le monde ne peut pas s'associer pour mentir. Ce serait difficile. Donc, si aujourd'hui, on sent un peu que la jeunesse n'est pas dedans, il faudrait comprendre que c'est que après toute analyse, il faudrait qu'on s'asseye pour se dire que, mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison? Donc, même la jeunesse qui boude, c'est sûrement beaucoup de frustrations qui se sont engendrées. Quand on prend, par exemple, le milieu estudiantin, et beaucoup d'étudiants se sont sentis quand même éloignés des mesures avec le décret avec toutes les réformes, le décret qu'on appelle le décret il y a eu de belles réformes dans le domaine estudiantin. Bon, est-ce qu'on ne peut pas, même si aujourd'hui vous êtes président de la République, en 24 heures, vous ferez des choses qu'on va qualifier de bonnes. Mais dans les 24 heures aussi, acceptez qu'on dise que vous avez fait des choses qui ne sont pas encore à la hauteur. Déjà, dans le milieu estudiantin, comme je le disais, la chose qui a beaucoup touché les étudiants et continue de les toucher, c'est quand même le décret du 10 mars. Donc, il faudrait quand même penser à cela. Il faudrait penser, c'est vrai, aujourd'hui... En quoi ce décret oui, vous irrite ou horripile les étudiants? Non, vous savez, les gens avaient quand même une coutume des bourses d'études. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si... Mais les bourses n'ont pas été supprimées. Non, les bourses n'ont pas été supprimées. Les secours n'ont pas été supprimés. Je suis d'accord avec vous. Au contraire, il y a eu maintenant une facilité dans le processus d'accès à ces allocations. Non, le processus a été dématérialisé. Oui. Les étudiants ne sont plus payés maintenant comme des ouvriers à la fenêtre de l'autre bâtiment que vous savez. Non, mais à la banque. Oui, je suis d'accord avec vous. Même les gens continuaient, autrefois les gens étaient payés, Ecobank se gérait. Aujourd'hui, on a travaillé quand même à permettre à plusieurs banques de se mettre dans la danse. Mais ce n'est pas encore là le problème. Si aujourd'hui des gens crient par rapport à la bourse, ce n'est pas du fait qu'on a des facilités à y accéder, mais c'est comment, c'est le processus pour l'obtention de la bourse. Parce que on ne sait pas exactement ce sur quoi on se base lorsque, par exemple, des gens ont 14 de moyenne et n'ont pas de bourse, pendant que des gens ont 12 de moyenne, par exemple, et ont la bourse. Donc, c'est autour de cela qu'il faut travailler. Il faudrait expliquer de fond en comble comment est-ce que les choses se font. Au-delà de cela, aujourd'hui, je dis souvent que je parlais des jeunes.
je dis aujourd'hui qu'en entrepreneuriat, la théorie est devenue plus pratique que la pratique et la pratique plus théorique que la théorie. Donc partout on parle d'entrepreneuriat, on a des coachs un peu partout qui demandent à ce que quand même les jeunes aillent à l'entrepreneuriat, mais personne ne quand même travaille à favoriser ces conditions-là. Donc il faudrait trouver le cadre quand même à réorienter l'éducation d'une certaine manière, à réorienter les jeunes, à s'éloigner un peu des facultés classiques, même si ce n'est pas qu'ils s'éloignent totalement, mais on peut leur permettre de prendre, disons, 3 heures de leur temps. Vous partagez alors cette vision du chef de l'État qui a reconnu que les curricula ne sont pas toujours adaptés aux réalités du temps. Oui, il faudrait dire, je suis d'accord que ce n'est pas forcément adapté, mais vous n'allez pas me dire qu'il faudrait travailler à ce que... Aujourd'hui, par exemple, la faculté de droit et de sciences politiques forme des juristes, mais vous n'allez pas me dire que les juristes ne sont pas utiles pour la société. Quand on prend... Sont-ils tous utiles? Non, ils ne sont pas tous utiles. La question. Oui, c'est pourquoi il faudrait trouver quand même un cadre. Il faudrait permettre à réorienter. C'est pourquoi je parle de réorientation de la politique de l'éducation. Les gens vont dans les facultés, pas forcément pour devenir des experts. Non, mais les gens vont essayer pour voir si... est-ce que vous voyez des gens qui sont en licence et se demandent, mais est-ce qu'on gagne du travail dans ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Et rapidement, on se retourne. Tous ceux-là, on les met dans le rang de ceux qui ont fait telle ou telle faculté. Mais est-ce qu'ils se sont donnés Koyama cela? Non. Ça pose le problème d'orientation. Voilà, sont cela des pêle-mêle, des défis pour le prochain mandat, bien évidemment. Et parlons maintenant des autres défis au chapitre social. À quoi s'attend le Béninois pour ce qui concerne le volet social? C'est vrai qu'il y en a eu, hein, le projet Arche, il y a le microcrédit à la FIA. Quelles sont les autres attentes du citoyen béninois? Oui, vous voyez, le citoyen béninois, aujourd'hui, vous allez l'entendre partout, on parle toujours du panier de la ménagère. Ce panier-là, vraiment, ce panier. Donc, il faudrait quand même travailler. C'est pourquoi, déjà, travailler à ce que les gens aient quand même une facilité, créer de l'emploi, si je peux me permettre d'employer le terme, créer de l'emploi. Et il faudrait revoir, pourquoi pas, la loi sur l'embauche qui a été vraiment critiquée à un moment donné en ce qui concerne... cette loi sur l'embauche qui sacrifie l'employeur sur l'autel qui sacrifie l'employé sur l'autel de l'employeur. Donc il faudrait essayer de revoir ce niveau-là pour voir ce qui ne va pas. Si on a testé, qu'on voit que ça ne marche pas, que tout le monde crie, il faudrait essayer quand même de voir cela. Maintenant, on pourrait encore, comme beaucoup de projets de sociétés, des candidats, se sont quand même appesantis sur l'agriculture et autres. Donc il faudrait travailler parce que l'agriculture, c'est vrai, on dit souvent que le développement passe par la route, mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas les voies qui sont ici en ville. Il faudrait que les voies les voies d'accès aux champs. Voilà, par exemple, d'Aklankpa à Glazoué, de Wessé à Nseke, que ces voies-là puissent quand même trouver la facilité. Parce que si on veut travailler, si on veut faire de notre pays un pays qui est basé sur l'agriculture, il faudrait travailler déjà à ces côtés-là. Il faudrait que les agriculteurs qui souffrent beaucoup déjà puissent avoir quand même la facilité de venir vendre les produits, de venir faire aisément. Voilà, tranquillement. Donc il y a ce point-là qu'il faudrait beaucoup brosser. Pourquoi pas, bon, on pourrait dire que on va aussi mettre ça un peu sur le dos de la Covid-19, mais dans le monde de la culture, il faudrait aussi essayer de voir dans quelle mesure travailler à ce que
les gens se sentent impliqués dans la chose. Ces artistes qui ont été sevrés. Voilà, pendant un très bon moment. Ah oui. Pendant un très bon moment. Oui. Ah oui. Donc, livrés à eux-mêmes, je dirais, qui sont oui. restés loin des salles de spectacle et autres. Ce sont cela des défis pêle-mêle. Ailleurs, il y a eu la campagne de vaccination ailleurs a accéléré la chose, a permis aux artistes de commencer à rencontrer quelque peu le public. Oui. Mais ailleurs aussi, avant cette vaccination, il y a eu d'autres procédures. Il y a des concerts hein, à travers les différentes plateformes, des artistes qui font le concert, mais de chez eux, j'allais dire, et bien les spectateurs arrivent à assister et à travers de petites plateformes, participent, quitte à permettre à ces artistes de joindre les deux bouts. Mais des réformes du mandat passé, des réformes, je dirais, du talent 1, quelles sont celles, selon vous, sur lesquelles il faille, s'il faille revenir, qu'il faille toiletter quelque peu? Oui, déjà, si vous voyez que nous avons, je vais aller déjà sur le plan des élections. Si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'une partie du pays ne se sent pas forcément impliquée, que je mette ça entre griffes, ça voudrait dire qu'il y a quand même quelque chose à revoir, qu'on puisse revoir en matière des réformes en matière partisane, si je peux m'exprimer en ces termes-là, qu'on puisse revoir en matière d'élections, comment travailler à ce que les élections au Bénin soient comme autrefois, disons, une fête où chacun se sent impliqué. Lorsque des gens sont même à l'extérieur du pays, se disent « je vais rentrer au pays pour les élections ». Que ce soit un peu comme les fêtes de fin d'année. Donc, il faudrait retoucher ces points-là. Il ne faudrait pas oublier aussi que les gens cessent aussi d'en inciter leurs frères au pays. Au vandalisme et autres. Oui, mais c'est aussi cela, vous voyez, lorsque les gens, le discours du leader ne peut passer que lorsqu'il arrive à insister sur des points qui sont évidents. Parce que si vous restez à l'extérieur et que vous me dites, par exemple, d'aller, je ne sais pas, de venir aujourd'hui, là, de venir vous gifler pendant que vous ne m'avez rien fait, même si je suis bête à un niveau aussi élevé qu'il soit, je vais quand même dire que, cher ami, il ne m'a encore rien fait. Vous voyez? Donc, il y a forcément quelque chose qui cloche et il faut travailler à cela. Eh oui, Kevin Akin, avec vous, nous avons parcouru quelques défis, je dirais quelques attentes des citoyens. Vous avez évoqué des attentes telles que la réconciliation nationale, la cohésion, restaurer la confiance avec les citoyens de toutes les contrées. Justement, vous avez évoqué le volet santé, les défis de contenir justement la pandémie de la Covid-19 au Bénin, et puis les mesures sociales. Nous avons évoqué aussi pêle-mêle la possibilité de relire certains tests, de revisiter ou de toiletter quelque peu certaines réformes politiques peut-être trop rigides, penser à l'assouplissement peut-être de certaines réformes ou certains tests de loi. Voilà, on est ici, on n'est pas décideur, on émet des hypothèses, on fait des propositions, et comme je l'ai dit, il revient aux élus du peuple de s'approprier peut-être ces propositions et de les valider, quitte à permettre aux citoyens de se sentir davantage, comme vous le dites, impliqués dans la gestion de la chose au sommet de l'État. Kevin Akin, ce sera presque tout pour ce numéro de Convainc moi. Votre mot de la fin. Je vais déjà parler de petites choses, déjà de l'électricité. Nous avons quand même connu beaucoup d'efforts, les gouvernements passés jusqu'à aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts en matière d'électricité. C'est vrai qu'on parle il y a encore quand même certaines coupures. Il faudrait qu'on s'attarde là-dessus. Si ce sont si c'est le matériel quand même qui ne répond pas, il faudrait qu'on travaille à cela. Dans l'eau, en matière d'eau, il faudrait dire qu'il y a certaines contrées encore jusqu'à aujourd'hui qui manquent d'eau potable. Voilà, qui sont, disons,
sous la base, si je peux le dire ainsi, des marigots, des lacs et autres de leur contrée. Voilà. Donc, après cela, je voudrais déjà, sur le point de la justice, attendre que les prochains gouvernements puissent quand même travailler à ce qu'on ne voit pas en la justice béninoise un outil de chasse à la sorcière, que les gens se sentent quand même libres, se sentent, disons, que le justiciable béninois pense quand même que la justice est faite pour lui et que tout le monde puisse avoir la chance. Le dernier point, ce serait le point des élections. Il faudrait qu'on travaille fortement, et bien fortement, à ce que les élections, pour les prochaines fois, soient véritablement inclusives. Il faudrait que tout le monde, tous autant que nous sommes, les Béninois, quelle que soit la partie, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, que tout le monde se sente impliqué dans les élections. Et pour finir, qu'aujourd'hui, après pour les présidents qui arrivent, ou le président qui arrive avec son vice-président, que pour le mandat, il ne soit pas question de règlement de compte. Il faudrait qu'on oublie ce qui s'est passé, qu'on se concentre sur l'avenir. Qu'on oublie le passé pour construire l'avenir, comme l'a dit Mahatma Gandhi. Merci Kevin Akin. Quand j'ai suivi votre conclusion, vous avez évoqué aussi la chasse aux sorcières. Je suis tenté de dire que ces sorcières se retrouvent désormais dans les deux camps, parce qu'on en a mis sous le verrou. Tant du côté de l'opposition que du côté, vous me direz que de l'autre côté de la Méditerranée, peut-être il y en a plus de la famille de l'opposition. Merci, bonne journée à vous et franchement, merci pour votre disponibilité parce que il y a seulement quelques minutes avant l'émission, vous avez été sollicité juste après le désistement de notre invité programmé normalement pour ce matin. Bonne journée.